C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lioma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons résumer le cours sur les échanges gazeux pulmonaires et systémiques, toujours avec le module de physiologie pour la première unité de la deuxième année, l'unité sur l'appareil cardio-respiratoire. Avant de commencer notre résumé, on remercie comme à notre habitude les professeurs de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement Dr Bain pour être le fabuleux diapo de cours. Sans plus tarder, on commence. L'oxygène présent au niveau de l'air atmosphérique est extrêmement important pour les cellules de notre organisme. Il va permettre d'initier plusieurs voies métaboliques dites aérobies, oxydatives, qui vont permettre donc la production d'énergie sous la forme d'ATP. Cet oxygène, pour être transporté de l'air atmosphérique jusqu'à la cellule vivante, va donc être transporté par le biais de plusieurs phénomènes qui vont constituer ce qu'on appelle la respiration. Cette respiration va se décomposer en plusieurs étapes. Parmi ces étapes-là, nous avons la ventilation. La ventilation permet à l'oxygène présent dans l'air d'arriver à l'intérieur de nos poumons, à l'intérieur de nos alvéoles pulmonaires. À partir de là, cet oxygène-là va donc traverser les membranes alvéolo-capillaires, être transporté au niveau du sang et finalement arriver dans les tissus et traverser les membranes plasmiques de ces cellules, là où il sera utilisé pour plusieurs voies métaboliques, dont la combustion oxydative de certains nutriments comme le glucose. L'un des déchets de cette réaction, de ce métabolisme, c'est la production de CO2, qui est considéré comme un déchet. Il va faire le même trajet, mais en sens inverse, pour être expulsé de notre organisme par le biais du coup de la ventilation et plus particulièrement de l'expiration. Les échanges qui vont se faire, les échanges gazeux entre l'oxygène et le CO2 sont à deux niveaux. Ils vont se localiser dans un premier temps au niveau pulmonaire, ce sont les fameux échanges gazeux pulmonaires, où l'oxygène contenu dans l'alvéole pulmonaire va rentrer au niveau du sang, au niveau des capillaires, pour ensuite être transporté par les veines pulmonaires. Et le CO2 présent au niveau du sang veineux va être récolté par l'alvéole pour ensuite être expulsé par l'expiration. Ce premier échange est similaire d'un point de vue physique au deuxième échange qui est l'échange gazeux systémique qui va se faire entre les lits capillaires de la circulation systémique avec les cellules de notre organisme. L'oxygène qui est contenu dans le sang artériel va donc passer et diffuser dans les différentes cellules. Et les cellules vont relâcher leur CO2, leur dioxyde de carbone, qui va ensuite passer par diffusion lui aussi au niveau des capillaires et au niveau des veines de cette circulation systémique. La circulation donc pulmonaire à ce niveau-là a un rôle très important car elle a un rôle fonctionnel, non pas nourricier. Elle va venir permettre l'hématose, les échanges gazeux pulmonaires, donc l'oxygénation de notre sang. C'est un système aussi à basse pression car la pression sanguine à ce niveau-là est extrêmement faible. Les principes physiques qui vont régir donc le déplacement et les échanges de l'oxygène et du CO2 sont multiples. On sait que l'air atmosphérique est un mélange de gaz qui va être constitué en grande partie d'azote, à 79% d'azote, et à 21% d'oxygène. Les autres gaz qui vont constituer l'air atmosphérique sont négligeables, en particulier le CO2 qui a donc un pourcentage négligeable. L'ensemble de ces gaz vont appliquer, exercer une pression qu'on va nommer la pression atmosphérique, qui est justement due au poids de ces gaz-là et de l'influence de la gravité. Elle va se mesurer au niveau de la mer, avec 760 mm de mercure. La loi des pressions partielles de Dalton vient nous dire que chaque gaz qui va composer cette aire atmosphérique va avoir une pression dite partielle. Il va exercer une pression partielle individuellement. Cette pression partielle est donc calculable. Elle est égale donc à la pression totale atmosphérique fois le pourcentage de ce gaz dans le mélange gazeux, donc dans l'air atmosphérique. Pour l'oxygène, la pression partielle de l'oxygène au niveau atmosphérique est de 160 mm de mercure. Pour le CO2, vu que la quantité est négligeable, on va avoir 0,23 mm de mercure. Ces gaz-là, donc, possèdent une pression partielle. Cette pression partielle est nécessaire pour permettre les phénomènes de diffusion de ces gaz, que ce soit d'un mélange gazeux vers un autre mélange gazeux ou d'un mélange gazeux vers des liquides.
Selon la loi d'Henry, un liquide qui risque d'être exposé à un mélange gazeux peut subir une diffusion de ces gaz-là qui vont se dissoudre dans le liquide si le gradient de pression partielle est avantageux. On peut même observer l'inverse. Si le gradient de pression partielle le permet, nous aurons une diffusion du gaz qui a été dissous dans le liquide vers le mélange gazeux selon la loi d'Henry. Donc, on peut déduire que les gaz vont se diffuser et donc vont se déplacer selon un gradient de pression partielle. Ils vont se déplacer d'une zone à forte pression partielle vers une zone à faible pression partielle, comme les autres fluides. La pression partielle qui est contenue au niveau des alvéoles pour les gaz qui nous intéressent, qui sont l'oxygène et le CO2, peuvent être calculées. Au niveau de l'air qui va être inspiré, la première des choses que l'appareil respiratoire va faire sera bien sûr de réchauffer cet air à la température ambiante de notre corps, c'est-à-dire 37 degrés. Juste après, on va le saturer en vapeur d'eau qui va appliquer une certaine pression partielle, l'INQDROHAB 47 mm de mercure. Cette saturation en vapeur d'eau va donc faire baisser la pression partielle des composants de l'air, c'est-à-dire l'oxygène et le CO2. Cette pression donc va être revue à la baisse et on peut la calculer comme suit. La pression atmosphérique, si on lui retire la pression issue de la saturation en vapeur d'eau et qu'on multiplie par la fraction يعني le pourcentage de ce gaz-là, nous allons obtenir une pression, la pression partielle de l'oxygène, لنقدروها ب 150 mm de mercure. L'air frais ensuite va arriver au niveau des alvéoles pulmonaires et la pression partielle de l'oxygène va encore diminuer de par les échanges rapides de l'oxygène avec les capillaires sanguins. Nous allons avoir une pression partielle d'oxygène au niveau alvéolaire, 105 mm de mercure. À partir de là, elle ne va plus varier, elle ne variera pas cette pression alvéolaire au niveau du cycle respiratoire. En ce qui concerne le CO2 nous vient essentiellement donc du sang, il va diffuser du sang vers l'alvéole, donc la quantité de CO2, la pression partielle que le CO2 va exercer au niveau alvéolaire va très peu varier aussi au cours du au cours du cycle respiratoire, pardon, où on 40 mm de mercure. Maintenant, une fois qu'on connaît les pressions partielles de l'oxygène et du CO2 au niveau des alvéoles, on va pouvoir étudier les échanges alvéolo-capillaires des gaz. Ces échanges-là vont se faire selon un principe physique connu qui est du coup le gradient de pression. Pour pouvoir mieux étudier ce gradient de pression, nous allons d'abord étudier la membrane qui va séparer les capillaires des alvéoles. C'est la membrane alvéolo-capillaire, une membrane extrêmement fine qui va faire entre 0,3 à 0,5 micromètres, qui est composée des couches suivantes selon ce schéma. Si on va donc de la cavité ici où on a l'air alvéolaire vers le sang, nous allons trouver une couche liquidienne formée du surfactant sécrété par les pneumocytes de type 2 et une phase liquide, une phase aqueuse qui est beaucoup plus interne, avec juste après l'épithélium alvéolaire composé des deux types de pneumocytes de type 1 et de type 2, la membrane basale épithéliale qui va venir soutenir l'épithélium alvéolaire. Nous aurons un espace interstitiel qui va être rempli d'un tissu conjonctif riche en fibres, des fibres élastiques ou de collagène. Une membrane basale capillaire qui va soutenir l'endothélium capillaire, qui est la dernière structure, qui va venir séparer l'air alvéolaire et le sang capillaire avec ici un globule rouge. L'oxygène va venir circuler, va venir diffuser à travers cette membrane fine de l'air alvéolaire vers le sang capillaire. Le CO2, lui, le dioxyde de carbone, va faire l'inverse. Du capillaire, du sang capillaire, il va venir circuler et diffuser au niveau de l'air alvéolaire. Pour que cette diffusion se fasse bien comme il faut, nous allons observer une différence de pression partielle, donc au niveau de l'oxygène et du CO2, au niveau donc des capillaires et au niveau alvéolaire. Dans les poumons, le sang qui va circuler au niveau des capillaires pulmonaires, va recevoir de l'oxygène et il va perdre du CO2. Ces échanges-là vont donc faire varier les pressions partielles entre le sang veineux et le sang artériel.
Au niveau de ce schéma, on va utiliser le deuxième schéma plutôt. On peut observer que le sang veineux qui nous vient donc du cœur droit va posséder une pression partielle en CO2 assez importante, 46 mm de mercure, et une pression partielle d'oxygène d'environ 40 mm de mercure assez basse. En étant en contact avec l'alvéole et avec la membrane alvéolo-capillaire, nous allons observer une diffusion donc, du CO2 hors de ce sang veineux jusqu'à l'alvéole pulmonaire, de par le gradient de pression qui est présent entre le CO2 présent, entre la pression du CO2 dans le capillaire qui a 46 mm de mercure et la pression partielle du CO2 dans l'alvéole qui a 40 mm de mercure. Cette différence de pression, ce gradient de pression permet la diffusion du CO2 hors du sang capillaire. Même chose va se faire pour l'oxygène, mais en sens inverse. La pression partielle d'oxygène au niveau de l'alvéole, on l'a dit, elle est de 105 mm de mercure, ce qui va permettre, ce qui est supérieur à la pression partielle de l'oxygène dans le sang capillaire veineux, ce qui va permettre une diffusion de l'oxygène hors du capillaire vers le sang. Cette diffusion va se faire jusqu'à l'équilibrage des deux pressions partielles d'oxygène et de CO2. Le sang artériel va donc posséder une pression partielle de CO2 égale à 40 mm de mercure et une pression partielle d'oxygène égale à 105 mm de mercure dans le cas où la relation ventilation-perfusion est idéale et dans le cas où est-ce qu'on se situe dans un poumon idéal. Ensuite, le sang va venir au niveau du cœur gauche et être éjecté par le biais du ventricule gauche dans la circulation systémique. Il va donc subir les mêmes échanges, mais cette fois-ci des échanges gazeux systémiques avec les différents tissus qu'on détaillera vers la fin le cours. Donc cette diffusion qui va se faire grâce à un gradient de pression, le gradient de pression est essentiel, mais il n'est pas le seul facteur qui va déterminer la diffusion d'un gaz à travers une membrane. Les différents facteurs sont regroupés dans une loi, la loi de diffusion qu'on va appeler la loi de Fick. Cette diffusion est donc proportionnelle, à l'augmentation donc de la surface de la membrane. Plus la membrane a une surface élevée, plus la diffusion sera élevée. Elle va être inversement proportionnelle à l'épaisseur de la membrane. Plus la membrane est épaisse, moins la diffusion va se faire facilement. Et bien sûr, elle sera proportionnelle au gradient de pression partielle, donc du gaz de part et d'autre d'une membrane en plus de la proportionnalité avec la constante de diffusion K, qui sera une valeur, une grandeur qui va se rapporter, qui va tenir compte des caractéristiques spécifiques des gaz, c'est-à-dire leur degré de solubilité. Donc cette constante K sera proportionnelle à la solubilité du gaz dans la membrane et dans les liquides, et elle sera inversement proportionnelle à la racine carrée de son poids moléculaire, car plus la molécule aura un gros poids et sera grosse, moins la diffusion sera facile. Cette constante de diffusion va faire la différence entre le CO2 et l'oxygène, car on a remarqué que cette constante de diffusion est 20 fois plus élevée pour le CO2 comparément à l'oxygène. Cette loi peut être écrite sous la forme d'une équation. Le débit de gaz qui va donc passer sera égal à K, constante de diffusion, fois la surface de la membrane, divisé par E, l'épaisseur, multiplié toujours par le gradient de pression P1 qui va symboliser du coup la pression du gaz dans l'alvéole, moins P2, la pression du gaz au niveau capillaire, au niveau sanguin. Donc la diffusion de l'oxygène et du CO2 vont suivre du coup vont tous les deux suivre le même procédé avec une grosse différence. La diffusion de l'oxygène va essentiellement تعتمد على la différence donc de pression, على le gradient de pression qu'il va avoir entre le sang des capillaires et l'air alvéolaire. L'équilibre va être atteint assez rapidement, donc la diffusion va se faire en 0,3 jusqu'à 0,4 secondes. La diffusion du CO2 va elle aussi تعتمد على la variation de gradient de pression, mais ce ne sera pas le facteur principal qui va déterminer cette diffusion. Car on a remarqué tout à l'heure que entre 46 mm de mercure et 40 mm de mercure, la variation et la différence de pression est assez faible. Ce qui fait que le CO2, pour pouvoir diffuser au niveau d'une vitesse équivalente à celle de l'oxygène, car l'équilibre sera atteint à 0,3-0,4 secondes, ce sera sa diffusibilité et sa solubilité qui vont l'aider. Le coefficient K du CO2 est 20 fois supérieur à celui de l'oxygène, ce qui va faire que le CO2 pourra diffuser
tout aussi bien que l'oxygène. On a remarqué donc que le débit qui va diffuser d'oxygène, il est d'environ 250 millilitres par minute, alors que celui du dioxyde de carbone, du CO2, il est de 200 millilitres par minute, sachant que ces valeurs-là sont prises en considération lorsque une ventilation normale, une ventilation alvéolaire de 4 litres par minute et un débit cardiaque de 5 litres par minute sont prises en compte chez une personne au repos. Maintenant, cette diffusion, elle peut être mesurée, la capacité de diffusion peut être mesurée en prenant en compte un nouveau paramètre qui va regrouper trois paramètres hors le gradient de pression. Ce nouveau paramètre n'est rien d'autre que le coefficient de diffusion du poumon qu'on appelle le DL. Ce DL va prendre en considération K, la constante de diffusion, la surface de la membrane et E, l'épaisseur de la membrane. Ce DL sera intéressant à calculer et à mesurer pour justement diagnostiquer certaines anomalies de diffusion au niveau de la membrane alvéolo-capillaire. Ce DL est exprimé en millilitres par minute par millimètre de mercure. Si on veut analyser la capacité de diffusion d'un gaz donné comme par exemple l'oxygène, la mesure est assez difficile de par la difficulté de mesurer la pression P2 au niveau du coup du sang et de par la difficulté d'estimer le DL-TO. Donc nous allons utiliser une mesure, une technique, une méthode qui va s'appuyer du coup sur le monoxyde de carbone, le CO, un gaz toxique qui est indolore, incolore et qui ne peut pas être ressenti, va être administré chez un patient en petite quantité pour ne pas le tuer. Et du coup, l'introduction de ce gaz-là au niveau du gaz inspiré par le patient va permettre donc de calculer le DL du CO. Comment est-ce qu'il sera calculé? L'inspiration du patient de ce gaz-là va permettre de donner facilement la pression partielle P1 mesurée au niveau du gaz alvéolaire. On peut aussi mesurer facilement le débit donc de diffusion de ce gaz-là, de ce CO, car on connaît la quantité de CO qu'on va administrer au patient et on peut mesurer la quantité de CO qui va être expirée. De là va être déduit le débit de diffusion. On peut simplifier l'équation Terna qui dit que le DL est égal du coup au débit divisé du coup par le gradient de pression en sachant que le CO est un gaz qui va avoir une pression partielle au niveau sanguin pratiquement nulle car le CO va se combiner, s'attacher rapidement à l'hémoglobine. Ce qui fait donc que le DL est facilement calculable. Et une fois qu'on a le DL, le coefficient ou la capacité de diffusion de ce CO, on peut déduire facilement celle de l'oxygène, car le DL dépend donc de la surface et de l'épaisseur de la membrane, mais aussi du K, de la constante de diffusion K, qui va du coup تعتمد على les caractéristiques des molécules. Et vu que l'on connaît les caractéristiques du CO et de l'oxygène, on peut donc aisément déduire la capacité de diffusion, le DL de l'oxygène. Chez une personne normale adulte au repos, le DL du CO sera équivalent à 17 millilitres par minute par millimètre de mercure. Celui de l'oxygène, il n'a qu'à être multiplié, on n'a qu'à multiplier le DL du CO par 1,23 et on tombe sur la valeur de 21 millilitres par minute par millimètre de mercure. On peut également déduire celui du CO2 car comme on a dit tout à l'heure, le DL dépend du K, de la constante de diffusion K et cette constante de diffusion K, elle est 20 fois plus élevée chez le chez le CO2 que l'oxygène, ce qui fait que le DL du CO2 est égal à 20 fois celui de l'oxygène. La mesure donc de ce coefficient donc de diffusion, permet de détecter, d'explorer, de faire une exploration fonctionnelle sur ces échanges gazeux et donc de détecter des potentielles anomalies, des potentiels problèmes au niveau de la membrane capillaire. Si l'épaisseur de la membrane a augmenté ou bien si la surface a diminué, ce qui risque du coup de diminuer l'efficacité des échanges gazeux. En parlant justement de l'efficacité des échanges alvéolo-capillaires, elle est déterminée par plusieurs facteurs, plusieurs déterminants. Quatre déterminants vont
pouvoir nous dire si les échanges alvéolo-capillaires seront efficaces ou pas. Le premier sera la ventilation alvéolaire. Si la ventilation alvéolaire est normale, le gradient de pression entre l'air alvéolaire et le sang sera adéquat, ce qui va permettre une bonne diffusion des gaz. Le deuxième, c'est la diffusion alvéolo-capillaire qui, lui, va dépendre de la membrane, justement, si la surface ou l'épaisseur de la membrane sont optimales. La modification de la surface peut arriver sous deux types. Soit c'est une modification anatomique de par l'amputation d'un poumon au complet ou bien partiellement une pneumonectomie, qu'elle soit totale ou partielle, ce qui va diminuer la surface alvéolo-capillaire et donc entraver l'efficacité des échanges alvéolo-capillaires. On peut avoir aussi une modification fonctionnelle de par l'arrêt de la circulation sanguine, donc de la perfusion sanguine. C'est ce qu'on appelle l'amputation circulatoire, qui peut donc provoquer un arrêt du sang qui va circuler au niveau, donc, à cause d'un caillot ou d'un thrombus. L'amputation ventilatoire, elle, est lorsque une tumeur peut du coup bloquer la ventilation pour un territoire pulmonaire donné, ce qui risque du coup de donner une mauvaise ventilation et donc de, euh, de réduire la surface fonctionnelle des échanges alvéolo-capillaires. La modification de l'épaisseur peut se faire de deux manières, soit par une accumulation de liquide dans la cavité alvéolaire, c'est le cas pour plusieurs pathologies pulmonaires, soit avec la fibrose, une accumulation de fibres de collagène dans l'interstitium, dans le tissu interstitiel, qui va donc séparer et augmenter donc l'épaisseur de cette membrane entre la cavité alvéolaire et le sang. Le troisième élément déterminant de l'efficacité des échanges va être la perfusion pulmonaire. Une bonne perfusion, c'est-à-dire une bonne quantité de sang qui va circuler au niveau du poumon, va me donner une consommation d'oxygène beaucoup plus importante et donc des échanges beaucoup plus efficaces. Le dernier élément est le rapport ventilation-perfusion. L'inqasdo به, la proportionnalité, la quantité d'air, est-ce qu'elle est proportionnelle vis-à-vis de la quantité de sang? C'est ce rapport la ventilation-perfusion qui est important, qui va affecter l'efficacité des échanges alvéolo-capillaires. Jusqu'à maintenant, on a étudié dans le schéma précédent le poumon dit idéal. La diffusion passive de l'oxygène à travers la membrane permet d'équilibrer les deux pressions partielles entre la pression partielle artérielle et la pression partielle alvéolaire pour l'oxygène, ce qui va nous donner des pressions égales. Dans le poumon réel normal, dans le cas où est-ce qu'on n'est pas dans un cas idéal, nous aurons une légère différence. La pression partielle en oxygène alvéolaire est légèrement supérieure à la pression partielle au niveau artériel, au niveau du sang artériel. Car au niveau du sang artériel, nous aurons uniquement 100 mm de mercure par rapport aux 105 mm de mercure de l'alvéole. Ce gradient, cette différence alvéolo-capillaire qui est dans un cas non pas pathologique mais dans un cas normal peut être expliqué par deux facteurs. Premier facteur, c'est justement ce rapport ventilation-perfusion avec son inégalité et son hétérogénéité. Et le premier, c'est le shunt, le court-circuit anatomique qui est présent. Le court-circuit ou bien le shunt anatomique peut être expliqué comme suit. Nous avons, à partir de la circulation systémique, à partir de l'aorte, des branches qui seront appelées les artères bronchiques, qui ont pour but de nourrir les bronches et le poumon ternant. Ça constitue donc la vascularisation nourricière du poumon. Ces artères bronchiques vont me donner des lits capillaires qui vont avoir des échanges avec les branches pour nourrir les cellules qui constituent ce tissu-là. Et à partir de ces lits capillaires, nous aurons des veines bronchiques qui, en temps normal, sont censées donc se jeter dans la veine azygos, puis ensuite dans la veine cave supérieure et revenir à l'atrium droit. Sauf que dans certains cas de figure, nous aurons des veines bronchiques qui vont non pas se jeter dans la veine azygos, mais plutôt dans la veine pulmonaire. Les veines pulmonaires sont ici colorées en rouge. Ils transportent du sang artériel et non pas du sang veineux, qui font partie donc de la circulation pulmonaire. Ce shunt, ce court-circuit, va avoir donc pour conséquence de diluer le sang artériel,
le sang artériel de la veine pulmonaire qui vient de passer par une alvéole et qui a du coup subi la diffusion de l'oxygène jusqu'à l'équilibrage donc des pressions partielles d'oxygène entre l'alvéole et le capillaire à 105 mm de mercure. Pourtant, la venue de ce sang désoxygéné avec une pression partielle d'oxygène à 40 mm de mercure va légèrement faire baisser la pression de l'oxygène au niveau de la veine pulmonaire jusqu'à 100 mm, de mercure. Le deuxième élément qui va venir expliquer ce gradient-là, cette différence, c'est le rapport ventilation-perfusion. On sait qu'au niveau des territoires pulmonaires, la ventilation et la perfusion, la quantité d'air et la quantité de sang qui va venir circuler au niveau des poumons ne sera pas homogène, mais elle sera hétérogène. Il y aura une inégalité de ventilation et de perfusion à l'hsab les territoires pulmonaires. On a remarqué qu'au niveau du territoire au sommet du poumon, nous aurons une ventilation moindre et une perfusion moindre. Icono naqsin à ce niveau-là, de par la distension des alvéoles et de par les pressions vasculaires plus basses à ce niveau-là. Plus on va descendre, plus la ventilation va augmenter, elle sera mieux assurée car les alvéoles ne seront pas distendues, ils auront une bonne compliance et la perfusion aussi va augmenter de par l'effet de la gravité et l'augmentation des pressions sanguines, des pressions vasculaires. Ce qui va expliquer justement cette hétérogénéité de, de distribution de la ventilation et de la perfusion, de la quantité d'air et du sang, c'est trois facteurs. Le premier facteur sera bien sûr la composition et la structure élastique du poumon. Deuxième facteur sera l'effet de la gravité. Et le troisième, qui va venir se combiner à tout ça, c'est le fait que le poumon est suspendu de par son île et de par la branche souche à la trachée. Ces trois effets-là vont me donner donc une distension et donc une distensibilité au niveau de la partie haute du poumon et une bonne compliance et une compression au niveau de la partie basse de ce poumon. On peut faire une analogie avec littéralement un ressort. Si on vient venir comparer le rapport ventilation-perfusion au niveau de trois zones du territoire pulmonaire, nous allons remarquer que effectivement, c'est vrai, la ventilation et la perfusion sont moindres dans la première zone, il y en a dans le sommet du poumon, mais la ventilation sera quand même plus élevée que la perfusion. La quantité d'air sera plus disponible que le sang, que la quantité de sang à ce niveau-là. Ce qui va avoir pour effet de donner un rapport élevé et donc d'avoir une pression partielle en oxygène au niveau alvéolaire qui sera plus élevée que la normale. Au niveau de la partie médiane, on va plutôt commencer avec la partie basse, la base. À ce niveau-là, la ventilation est certes bien assurée, la perfusion est bien assurée, mais quand on vient comparer les deux grandeurs, les deux valeurs, nous allons voir que la quantité de sang est beaucoup plus disponible que la quantité d'air. La perfusion est supérieure à la ventilation, ce qui va me donner un rapport ventilation-perfusion assez bas, et ça va avoir pour conséquence au niveau de la pression partielle en oxygène au niveau des alvéoles d'être légèrement plus basse que la normale, car la quantité de sang disponible est élevée, ce qui va augmenter donc la diffusion de l'oxygène et donc de diminuer, ce qui va augmenter le passage de l'oxygène vers le sang et donc diminuer la quantité d'oxygène disponible au niveau des alvéoles. Mais ce n'est pas la, le rapport le plus adéquat. Le rapport le plus adéquat pour permettre une meilleure efficacité d'un point de vue des échanges alvéolo-capillaires, c'est la partie de la région médiane du territoire pulmonaire qui va donner une égalité, une homogénéité de distribution entre la ventilation et la perfusion. La quantité d'air qui va être distribuée sera proportionnelle à la quantité de sang qui sera disponible au niveau de cette région-là, ce qui va me donner un rapport ventilation-perfusion parfait, idéal, qui sera égal à 1 et donc optimiser au maximum l'échange les échanges gazeux alvéolo-capillaires, qui aura pour conséquence aussi d'avoir une égalité entre
les pressions partielles de l'oxygène dans l'alvéole et les pressions partielles de l'oxygène dans le sang qui va venir sortir. Ces deux raisons, donc, le rapport ventilation-perfusion avec le shunt anatomique va être responsable donc de la différence et de ce gradient entre les deux pressions dans un poumon réel, entre la pression partielle de l'oxygène dans l'alvéole et la pression partielle de l'oxygène au niveau sanguin, au niveau de la veine pulmonaire. On peut aussi rajouter pour les facteurs responsables de l'hétérogénéité de la distribution de la ventilation par rapport donc à la perfusion. On peut rajouter dans le cas pathologique les obstructions bronchiques et vasculaires. Donc l'obstruction bronchique, c'est le fait de boucher les bronches, ce qui va avoir pour effet de très mal de très mal ventiler l'alvéole terna. Elle ne recevra pas d'air, la ventilation sera égale à zéro. Malgré la bonne perfusion, le rapport lui aussi sera égal à zéro. L'obstruction vasculaire, elle, arrivera lors de la formation d'un caillot ou d'un thrombus qui risque de boucher les artères et les vaisseaux sanguins, ce qui aura pour effet d'avoir une perfusion nulle au niveau de certaines alvéoles, ce qui donnera, malgré une bonne ventilation, un rapport ventilation-perfusion qui sera mathématiquement égal à l'infini et qui donc n'assurera aucunement un échange alvéolo-capillaire efficace. On terminera avec les échanges gazeux dans les capillaires systémiques qui vont suivre le même principe physique que les échanges au niveau pulmonaire. C'est le gradient de pression partiel qui va donc permettre le transport, le transfert, la diffusion de l'oxygène et du CO2 entre le sang des capillaires et les cellules des tissus de notre organisme. À ce niveau-là, donc, la pression, on va utiliser ce schéma-là, à ce niveau-là, la pression partielle de l'oxygène est supérieure au niveau du sang que la pression partielle de l'oxygène au niveau des tissus, ce qui va nous donner une diffusion de l'oxygène vers les cellules de ce tissu-là, jusqu'à l'équilibrage, jusqu'à ce que cette pression-là dans le sang veineux sera égale à 40 mm de mercure, comme au niveau des cellules de ce tissu. Pour le CO2, c'est la même chose, mais en sens inverse. La pression partielle du CO2 est égale à 40 mm de mercure. Elle est très basse au niveau du sang artériel par rapport à la pression partielle du CO2 dans les cellules des tissus de notre organisme qui peut être égale ou supérieure à 46 mm de mercure. Ce qui va nous donner donc une diffusion dans le sens inverse. Le CO2 va sortir des cellules et des tissus vers les capillaires sanguins TOA et donc remplir le sang veineux jusqu'à l'équilibrage, jusqu'à ce que la pression partielle du CO2 soit égale donc à 46 mm de mercure. Et voilà les échanges au niveau des capillaires systémiques. C'était tout du coup pour la vidéo, pour le résumé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prêts à la khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.